À Bamako s'ouvrent les travaux du deuxième sommet du Collège des chefs d'État de l'AES, un rendez-vous stratégique qui attend encore l'arrivée du président burkinabé. Notre invité du jour nous livrera son analyse sur les enjeux et les perspectives de ce sommet. Une mission des chefs d'état-major de la CEDEAO attendue en Guinée-Bissau pour des consultations a été refusée par les autorités en place, illustrant une montée des tensions entre les militaires au pouvoir et l'organisation sous-régionale. Football à présent, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit. Le Mali entre en lice et fait un match nul face à la Zambie. Les détails à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Début ce matin à Bamako du sommet de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, décryptage de ce sommet avec M. Massile Diop, journaliste, rédacteur en chef du Journal du Mali. Bonsoir M. Diop. Bonsoir. Bienvenue sur ce journal. Merci pour l'invitation. Alors déjà d'entame, quels sont les enjeux de ce deuxième sommet des chefs d'État de l'AES? Les enjeux, c'est principalement, on va dire, la concrétisation. La concrétisation dans la mesure où la première année, c'était surtout des annonces politiques fortes. On a vu quand même la création de la Confédération et d'autres annonces assez fortes. Maintenant, il s'agira tout simplement de les concrétiser sur le terrain. On a parlé de la banque, on a parlé de la force, on a parlé du Conseil des ministres. Effectivement, plusieurs initiatives qui sont annoncées quand même. Et tout cela rentre un peu dans ce cadre qu'on va appeler certainement concrétisation ou bien affirmation. D'accord. Alors, Bamako se prépare quand même à accueillir le deuxième sommet qui va débuter demain. À la veille de l'ouverture des travaux prévus pour demain mardi, la capitale était fortement mobilisée et le président du Niger est arrivé dans la matinée de ce lundi. Reportage Assetoumani Koulibaly et Djeneba Samake. Après un premier sommet tenu à Niamey le 6 juillet 2024, la Confédération des États du Sahel s'apprête à franchir une nouvelle étape. Ce mardi 23 décembre, Bamako accueillera le deuxième sommet des chefs d'État de l'AES dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires, politiques et économiques majeurs pour la région. Ce lundi, le président du Niger, le général Abdourahmane Tchani, est arrivé à Bamako où il a été accueilli par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. À la veille de l'ouverture officielle des travaux, la capitale malienne affichait une mobilisation remarquable. Les forces de sécurité sont présentes, mais discrètes, afin d'assurer le bon déroulement des activités. Cette mobilisation populaire s'est faite dans un climat encadré dans plusieurs quartiers de la capitale. Habitants, commerçants et usagers vivent au rythme de l'événement. Que nous sommes unis, nous sommes les mêmes. Raison de plus, on est là aujourd'hui pour soutenir au moins et accueillir les trois chefs d'État. On souhaite même que ce deuxième sommet soit quand même un sommet qui rentrera dans l'histoire de l'Afrique et plus particulièrement dans l'histoire de l'AES. Que réellement que le flambeau, puisque c'est un leadership entre trois présidents, on sait qu'on va céder aujourd'hui à un autre pays frère qui est le Burkina ou bien le Niger, on ne le sait pas. Mais c'est que sûr, ça sera une continuité. On dit que toujours le bilan de Assimi, ça c'est un bilan qui s'arrête ici au point A et le reste maintenant va continuer aussi dans notre point. Nous, on ne fera que maintenant les accompagner. Entre mobilisation populaire et mesures de sécurité renforcées, Bamako se prépare à accueillir un sommet présenté comme décisif pour l'avenir de la Confédération AES. L'ouverture officielle des travaux est attendue ce mardi 23 décembre 2025. Alors, vous l'aurez remarqué, la foule était là, les gens sont contents, c'est la fanfare un peu partout. Mais il y a une absence de marque qui s'est quand même fait remarquer, c'est le président burkinabé qui était pourtant attendu ce matin. Tout à fait, il était très attendu. Bon, c'est vrai que l'arrivée de Tchani aussi n'a pas manqué cette mobilisation. Les gens ont répondu vraiment présents. Mais c'est aussi vrai que le président de la transition du Faso était très attendu.
Mais est-ce que là, on ne pourrait pas voir quand même un bouleversement dans le programme un peu? Certainement. Si son arrivée finalement est reportée à demain, à l'ouverture même du sommet, cela va sûrement entraîner peut-être bien un resserrement du programme ou bien certaines activités liées en tout cas à ce sommet pourraient prendre un coup. Mais là, quand même, on va dire que la mobilisation était au rendez-vous. Bon, et ça traduit un peu certainement les attentes fortes. Ouais, des défis énormes, comme vous avez à les citer. Exactement. D'accord. Alors, en amont du sommet, l'AES a tenu sa première session confédérale du Conseil des ministres à Bamako, une rencontre destinée à poser les bases institutionnelles de la Confédération à l'entame aujourd'hui du sommet des chefs d'État. Moussa Traoré revient sur cette session. À Bamako, les travaux du Conseil des ministres de l'Alliance des États du Sahel se sont déroulés tout au long du week-end. Dans son allocution d'ouverture, le président de la Confédération a salué une étape fondatrice, une session inaugurale appelée à préparer le prochain collège des chefs d'État annoncé pour les 22 et 23 décembre à Bamako. Il avait rappelé que ce Conseil des ministres constitue l'un des 3 piliers de la gouvernance confédérale au même titre que pour le collège présidentiel et le futur Parlement des peuples du Sahel. Le traité portant création de la Confédération des États du Sahel, AES, adopté à Niamey le 6 juillet 2024, a formalisé le cadre de cette nouvelle alliance en définissant les fondements et objectifs à réaliser en matière de défense et de sécurité, de diplomatie et de développement. Ainsi, les dispositions de l'article 12 du traité consacre les sessions confédérales du Conseil des ministres comme l'une des 3 instances de l'architecture confédérale, en plus du collège des chefs d'État et des sessions confédérales des parlements. 2 jours durant, les ministres ont traduit les directives des chefs d'État en projet d'acte juridique soumis à la validation. Le Premier ministre a insisté sur cette concrétisation, évoquant la mise en forme des textes destinés à finaliser l'opérationnalisation de l'AES. Nous avons 2 jours durant traduit un projet d'acte formel soumis à la haute appréciation du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, les directives de nos chefs d'État. Je me réjouis de ce que, à l'issue de nos travaux, nous avons pu adopter tous les projets d'instruments juridiques qui permettront de finaliser le processus d'opérationnalisation de la Confédération AES, à savoir le projet de protocole additionnel relatif à la défense et à la sécurité, le projet de protocole additionnel relatif à la coordination de l'action diplomatique, le projet de protocole additionnel relatif à la coordination des actions de développement, et enfin le projet de protocole additionnel relatif aux sessions confédérales des parlements. Une étape clé donc vers l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel à quelques jours du sommet des chefs d'État ici à Bamako, considérée comme une prochaine étape du processus. Alors, M. Diop, dites-nous, après la tenue de cette session, est-ce qu'on peut dire que les avancées institutionnelles sont déjà concrètes à l'ouverture du sommet? Concrètes, on va dire surtout amorcées. On va dire surtout, voilà, on préférera dire amorcer parce que n'oublions pas que les institutions ce sont au nombre de 3. Il y a le collège des chefs d'État qui est déjà installé depuis l'année passée. Actuellement, c'est le Conseil des ministres et pourquoi pas plus tard, comme on en parle également, le Parlement. Mais tout cela, ça entre un peu dans l'architecture institutionnelle de l'AIS pour vraiment mettre l'AIS sur les bons rails. Voilà un peu comment cette articulation est faite. Et déjà des inaugurations qui sont quand même attendues demain. Tout à fait. Donc, normalement, on devrait même les avoir depuis aujourd'hui, mais compte tenu certainement du retard du président burkinabé, voilà. Pour le moment, on va dire cela. On préfère. Donc, la journée de demain s'annonce très chargée. Très chargée, effectivement, très chargée, avec beaucoup d'inaugurations, des inaugurations qui pouvaient être faites aujourd'hui, mais certainement, je n'ai pas à prédire ce qui va se passer, mais certainement qu'il y aura des activités qui ne pourront pas être tenues conformément, en tout cas, au programme vu les délais relativement courts de ce séjour. De ce sommet, ouais. D'accord. Alors, sur le plan de la sécurité, la Confédération AES a officialisé samedi 20 décembre la création d'une force unifiée regroupant les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Un nouvel outil stratégique destiné à rapprocher les opérations militaires face à la montée du terrorisme
terrorisme dans la région. Abdoulaziz Aïdara. Renforcer la sécurité collective au sein de l'espace AIS, telle est l'ambition affichée ce samedi 20 décembre lors de la cérémonie présidée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération. L'événement, tenu à l'issue de plusieurs mois de coordination politique et militaire, marque la création officielle de la force unifiée regroupant les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Sur le terrain, les observateurs estiment que cette force pourrait modifier les dynamiques sécuritaires. La création de cette force unifiée, qui fait suite à la création même de la Confédération, et si vous voulez aussi, la Confédération a été créée à partir justement du constat que les défis sécuritaires étaient les mêmes pour ces trois pays. Donc la Confédération, sa création aussi fait suite justement à cet aspect sécuritaire. Ce que cela va changer, d'abord, dans un premier temps, il faut reconnaître que le théâtre des opérations concernera tout l'espace confédéral. Ce n'était pas le cas avant, parce que ce n'était pas possible pour l'armée malienne de poursuivre sur une certaine distance les terroristes qui avaient attaqué le Mali et qui se réfugiaient au Niger. À travers un commandement intégré, une mobilisation coordonnée des moyens et des renseignements, le gouvernement espère adopter plus efficacement leur stratégie aux mutations du terrain et au mode opératoire évolutif des groupes armés. Les autorités annoncent ainsi une meilleure anticipation des menaces, une capacité accrue de riposte et une plus grande fluidité dans la conduite des opérations transfrontalières. Trois pays actuellement ont des armées qui disposent de moyens adéquats. Ils se sont bien armés. Et la mutualisation de ce matériel va avoir forcément un impact. Et aussi la mutualisation du renseignement. Le fait que les services vont désormais se partager les renseignements va être aussi un atout non négligeable. Donc forcément, ce qu'on appelle un changement de dynamique sécuritaire dans la zone. Et pour ne pas dire que les résultats sont déjà palpables. Alors que la région continue de faire face à des attaques récurrentes, les États membres de l'AIS misent sur une réponse mutualisée, conçue pour répondre avec l'isolement stratégique et renforcer la capacité d'action sur l'ensemble du territoire. Pour cette fois-ci, le commandement a été confié à un général malien, Daouda Traoré. Les spécialistes précisent également que c'était un poste rotatif. La remise de l'étendard marque quand même officiellement l'entrée de cette force unifiée-là. Selon vous, quel peut être l'impact de cette force par rapport à la situation sécuritaire des trois pays? Faut d'abord comprendre une chose. La sécurité, c'est l'âme même de l'AES. C'est un fondement qui justifie en tout cas la mise en place même, ou bien la création de l'AES, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à partir des menaces formulées par la CEDEAO d'intervention au Niger que tout cela s'est mis un peu en place. Effectivement, le volet sécuritaire fait partie des principales bases. Exactement, et ça fait partie des piliers, En plus de la sécurité, vous avez la diplomatie et vous avez également le volet développement. Mais la sécurité, ça reste quand même le pilier fondamental. C'est sur cela que s'appuient pratiquement tous les autres, que ce soit la diplomatie, que ce soit également le développement. Donc, il fallait s'y attendre, surtout que c'est pratiquement 2 ans après les annonces de la création de cette force qu'on la voit, qu'elle voit le jour en tout cas. Maintenant, ça reste beaucoup de choses à définir pour que ça soit véritablement une force sur laquelle compter. On parle quand même d'une force qui devrait atteindre 5000 hommes. Les trois pays font face à des menaces djihadistes. Il y a des attaques qui sont récurrentes et tout. Est-ce qu'à partir de cette force-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins d'attaques terroristes? Quelle peut être une réponse réelle de cette force? C'est difficile parce que vous savez, en face aussi, vous n'êtes pas face à des gens qui ne vont pas également chercher à s'organiser. Et puis, vous savez, généralement, à chaque fois qu'il y a des annonces, eux aussi, de leur côté, c'est une menace. Il faut d'abord comprendre que c'est une menace mondial, le terrorisme aujourd'hui qui frappe tous les pays. Donc pour cela, sans coordination, c'est difficile de venir à bout de ce problème. Et puis c'est bon de mettre en place une coordination, une force conjointe ou unifiée pour lutter, mais il faut d'abord prendre en compte
tout l'environnement dans lequel on lutte. Vous avez d'autres forces qui existent, d'autres regroupements régionaux qui existent. Il faut que la collaboration soit beaucoup plus fluide. Sinon, vous imaginez, nous sommes des pays qui sont pratiquement sans façade maritime. Donc, nous avons des frontières avec beaucoup d'autres pays. Donc, tant que la coopération n'est pas renforcée à ce niveau, moi, je pense que ça sera extrêmement difficile. Donc, l'AES est appelée à s'ouvrir à ses voisins. À s'ouvrir, à collaborer, à coopérer. Parce que c'est comme ça que le salut viendra. Et autre chose aussi, c'est que c'est vrai, la sécurité, mais il faut pas trop mettre l'accent sur le tout militaire. C'est ce qui a un peu causé l'échec des précédentes initiatives. Donc, le volet économique doit aussi le volet économique, le volet développement, le volet humanitaire, le volet action sociale, d'autres volets devraient être développés. C'est pour ça que moi, j'avais vu, par exemple, l'exemple de certaines forces où on intègre des imams, des prêtres, des chargés de génie civil. Un peu comme une totale inclusion. Exactement, exact. Il faut que ça soit une force où on retrouve beaucoup plus de compétences. Et c'est comme ça qu'on parviendra véritablement à lutter contre ce phénomène. Encore une fois, qu'il ne faudrait pas prendre tout simplement sous l'angle sécuritaire, nous sous l'angle idéologique, où il faut vraiment un ensemble de dispositifs pour un peu mettre fin à ce problème. Malgré que c'est un problème, il faut qu'on le comprenne encore une fois, qui ne concerne pas que le Mali. C'est un problème mondial, comme exactement, vous l'avez dit. C'est tous les pays pratiquement du monde sont touchés par ce même problème et d'où la nécessité d'aller dans une collaboration. Un dernier point peut-être sur ce volet, il faudrait que les contours soit clarifié. Tantôt, on entend que c'est un colonel burkinabé qui va prendre la tête. Tantôt, on entend que c'est un général malien. Donc, il faut déjà que ça soit clair pour tous. Et puis, qu'on sache également l'état-major, où est-ce que ça sera mis exactement. Et en plus de ça, un aspect qui est fondamental dans cette force, c'est le financement. Parce que vous savez, aujourd'hui, si beaucoup d'initiatives similaires ont pu échouer, c'est la question du financement. Et nous avons des défis qui sont nombreux. Nous n'avons pas que la sécurité, nous avons également d'autres aspects. C'est important aussi de s'ouvrir aux partenaires pour voir le bien fondé de financer cette force afin qu'on puisse vraiment la mettre sur pied. La banque de l'AES est censée financer en tout cas des secteurs clés. On verra ça demain et on verra aussi demain qui sera le commandant notamment de cette force-là et également celui qui prendra le flambeau après le Mali. Merci beaucoup Monsieur Diop pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef du Journal du Mali. C'est cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la sous-région ouest africaine, les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée-Bissau lors du coup d'État du 26 novembre 2025 contre le président Umaru Sissoco Embaló ont rejeté une mission de chef d'état-major de la CEDEAO. Cette mission était attendue ce dimanche 21 décembre à Bissau. Assetou Boiré nous en parle. Après le coup d'État militaire du 26 novembre 2025 à Bissau, qui a renversé le président Umaru Sissoco Embaló, la situation politique continue d'évoluer. Une mission des chefs d'état-major de la CEDEAO a été refusée dimanche par les militaires au pouvoir. À la place de cette mission, une délégation ministérielle sénégalaise conduite par Cheikh Niang, ministre des Affaires étrangères, accompagnée par le général Biram Diop, ministre de la Défense, s'est rendue dans la capitale bissau-guinéenne. Le chef de la diplomatie sénégalaise a indiqué que la délégation avait proposé la libération de toutes les personnes détenues à la suite des événements du 26 novembre. À Abidjan, le 15 décembre 2025, lors de son 68e sommet, la CEDEAO avait fermement rejeté le chronogramme de transition de 12 mois, proposé par les militaires et ordonné le déploiement immédiat de cette mission pour engager le dialogue avec le commandement militaire. Face à l'obstruction du retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation régionale a menacé d'imposer des sanctions ciblées contre les dirigeants de cette transition. Pour rappel, après le coup d'État, les militaires ont investi le général Hortan Tam comme président de la transition et chef du haut commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public pour une période d'1 an. Depuis, le général Hortan Tam a clairement signifié son refus de coopérer avec la CEDEAO en bloquant l'accès à une mission militaire de l'organisation. Football à présent, ce soir au stade Mohamed V de Casablanca, les Aigles du Mali ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras. Dominateurs face à la Zambie, ils ont été rejoints dans les dernières minutes. Retour sur cette première rencontre des Aigles du Mali pour la CAN 2025 avec Moussa Traoré. Au Maroc, les Aigles du Mali ont été rejoints dans les dernières secondes par la Zambie au compte de la première journée des matchs de poule de la CAN 2025. Les Maliens dominent la première période, multiplient les occasions, mais le gardien zambien ne se laisse pas faire.
À la 42e minute, il stoppe un pénalty d'El Bilal Touré. Le Mali avait pourtant ouvert le score dès la 61e minute grâce à Lassine Sinayoko qui profite d'un cafouillage dans la surface pour envoyer une frappe puissante sous la barre. En seconde période, la Zambie réagit en contre, porté par Fashion Sakala. Le sélectionneur malien renforce sa défense dans le dernier quart d'heure. Mais dans le temps additionnel, Patson Daka surgit et égalise de la tête après un oubli défensif. Un but partout. Le Mali avait le match en main, mais laisse échapper une victoire logique, faute d'efficacité offensive et de concentration en fin de rencontre. En conférence de presse à Rabat, Patrice Motsepe, président de la CAF, a annoncé que la CAN se tiendra désormais tous les 4 ans à compter de 2028. Ce changement aligne la compétition sur les grandes échéances comme la Coupe du Monde ou l'Euro. Cette annonce a été faite ce samedi 20 décembre à la veille de l'ouverture de la CAN Maroc 2025. Pour concrétiser ce changement, selon Motsepe, la CAN 2029 sera avancée d'une année. Le tournoi de 2027 prévu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie n'est pas impacté. Celui d'après qui était prévu en 2029 se jouera finalement en 2028. Et après cette CAN-là, la nouvelle périodicité de 4 années entrera en vigueur. Cependant, les CAN suivantes auront donc lieu en 2032, 2036 et 2040. Point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.